Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivant. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de propriété. Les propriétés que l'on connaît tous, mais aussi les propriétés discrètes, insidieuses. Et tu verras en quoi c'est un problème et comment se libérer de ces propriétés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de te partager mon ressenti là sur l'actualité ces derniers temps. Elle est juste incroyable, enfin au sens où j'ai du mal à la croire. T'as un gars qui a été élu président assez largement aux États-Unis, Donald Trump. Ouais, c'est trop une référence. Et ce gars-là se dit, tiens, je vais m'approprier le Groenland. Tiens, je vais m'approprier le Venezuela. Tiens, je vais peut-être même m'approprier le Canada, 51e État ou 53e, on ne sait plus ce qu'il faut dire. Et enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi, il y a une part de moi, je me dis, putain, il est fort de café quand même. Il y avait une petite citation qui disait, je ne sais plus qui disait ça, mais qui disait, à quoi on reconnaît les cons? Eh ben, au fait qu'ils osent tout. Et ça serait un raccourci un petit peu facile de dire ça, parce que ce comportement de vouloir s'approprier plein de choses, de négocier des deals pour avoir toujours plus, on peut penser que c'est un crétin fini. Je crois que pour moi, c'est plus profond que ça ou pas si simple que ça. Je pense pas que ça soit un crétin fini d'une part. Après, il a ses petites dérives personnelles. Mais ce comportement-là qu'on voit chez notre ami Donald, eh bien, on le retrouve aussi chez des gamins qui ont sûrement beaucoup moins de vices appris par la vie, certainement, que lui à 80 ans. Tu regardes chez des gamins de 3 ou 4 ans, ils se mettent sur la courge parce que le joujou est à eux et pas à l'autre. Il y a déjà ce truc d'appropriation et de combat qui existe. Alors, je ne veux pas rentrer dans le truc, est-ce que c'est les garçons ou c'est les filles, mais qui existe chez les enfants. Et donc, si ça existe chez Papy Donald et ça existe chez les petits chérubins, bah, pas de peau, hein. Il existe sûrement aussi chez moi, mais aussi chez toi. Et si ça amène des comportements qu'on trouve débiles chez les autres à l'évidence, probablement ça amène des comportements qu'on ne va pas trouver fut-fut non plus chez nous. Eh bien, c'est ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est que au-delà des apparences et des raccourcis simplistes, c'est en quoi nos propriétés ou notre envie de propriété, eh bien, finalement, nous dirige, nous façonne, nous conditionne sans même qu'on en ait conscience. Et je crois, en tout cas c'est ce que j'ai envie de te partager dans cet épisode, que ce n'est pas juste une question de propriété au sens de l'avoir, mais que c'est bien plus que ça. Donc voilà, dans cet épisode, je vais te partager au travers de 5 grandes questions, je crois, eh bien, l'impact de ces propriétés-là, d'où ça vient, en quoi ça nous challenge, et puis aussi comment les regarder peut-être différemment pour pas refuser de s'approprier certaines choses. Je pense que c'est inhérent à notre construction, mais de ne pas en faire aussi un enfermement. Voilà, c'est parti. Alors la première question qu'on peut se poser, en tout cas que je me pose et à laquelle je réponds, c'est facile, question-réponse, eh bien c'est d'où vient ce foutu réflexe a priori de vouloir s'approprier les choses, d'avoir de la propriété. J'ai envie d'avancer deux explications qui sont sûrement pas les seules. Je vois deux niveaux. Le premier, c'est quand je suis gamin et que je m'approprie quelque chose, eh bien c'est une forme de, comment dire ça, de ça, c'est moi. Ça, c'est à moi, donc ça, c'est moi. Et en fait, ça matérialise quelque part un sens d'identité. C'est-à-dire quand je suis gamin, qui je suis? Je vois des grands, je vois un monde qui me semble un petit peu chaotique. Et ce qui commence à me rassurer, c'est de me dire, eh ben, il y a un précaré où peut-être mon corps, si j'en ai conscience, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ces objets, cette chambre, etc., c'est à moi et c'est une extension de moi. Et du coup, eh bien, quelque part, j'existe. C'est matériel, je peux le toucher. Le lendemain, je peux revenir. Il est toujours à moi et ça parle de moi. Et quand on regarde dans le temps, eh bien, ta boîte, ta maison, ton job, le job, je vais le mettre un petit peu de côté parce qu'on va y revenir, mais en tout cas, toutes ces possessions-là parlent un peu de ton identité. Et au passage, quand tu commences à perdre des objets ou des choses comme ça, tu as l'impression de perdre un petit bout de toi finalement. Donc il y a ce côté-là, et puis l'autre côté qui est peut-être un peu plus philosophique ou spirituel, c'est aussi que quand je m'approprie quelque chose, j'ai l'impression de lutter un peu contre une impermanence qui pourrait faire que demain, un coup de vent, tiens, j'ai plus rien, je ne suis plus rien. Donc c'est aussi une forme de sécurité, de lutte contre l'impermanence que l'on cherche tous pour s'ancrer en se disant, bah voilà, je suis en maîtrise quelque part et je ne suis pas dilué dans un univers exposé à tous les vents. Donc ça, c'est la première chose. Du coup, on peut se poser la question, c'est quoi l'impact de ce besoin de propriété sur notre regard vis-à-vis du présent?
Eh bien, je pense qu'un des challenges qu'il va y avoir, c'est que on va commencer à filtrer notre réalité sur non pas sur ce qu'est le présent pour ce qu'il est là maintenant, mais sur ce qu'il est en lien avec ce que moi je perçois de mes propriétés, etc. Et quand je suis en train de dire ça, il y a un petit cran très rapide qui arrive qui est je possède ça, donc du domaine de l'avoir. Mais très rapidement, on peut se dire, bah, en fait, je suis aussi dans le domaine du faire. J'ai des propriétés dans le domaine du faire. Ça, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de cuisiner. Je vais pas réouvrir un débat sur les belles-mères et les beaux-pères, mais tu devrais pas faire ton gigot flageolet comme ça. Bah si, je le fais comme ça parce que c'est ma façon de faire à moi. Et quand je dis ça, ça se transcrit partout, dans le boulot, dans le sport, etc. Ma façon de faire, c'est aussi un pan de l'identité. Donc ça commence aussi, si ça c'est ma façon de faire et c'est un peu moi finalement, eh bien ça commence à colorer et comment dire ça, stéréotyper mes réactions, c'est-à-dire ce que je fais vis-à-vis des situations qui m'arrivent. Donc le présent, je le vis plus tellement en termes de réaction et de comportement par rapport à ce qu'il attendrait, enfin ce qui serait adéquat dans le moment, mais je continue à le vivre par rapport à cette appropriation de moi je fais comme ça, moi je suis comme ça finalement. Et on se retrouve ainsi à biaiser finalement le présent à l'aune de ses propriétés de l'avoir et du faire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que cet avoir et ce faire, c'est intimement lié aussi à nos expériences. Et si tu regardes le niveau suivant, ou la question suivante qui pourrait être, est-ce que c'est uniquement du coup au niveau de l'avoir et du faire que se pose entre guillemets le problème? Eh bien je crois que non, ça se répercute aussi à l'étage suivant qui est au niveau de l'être, de qui je suis. Mais je vais mettre une petite couche intermédiaire qui est au niveau de mon expérience. Si tu regardes les mots qu'on peut entendre assez fréquemment, certains peuvent parler de mon burn-out, au sens l'épreuve que j'ai traversée, qui est le burn-out, que moi j'ai traversé. Mais du coup, c'est le mien, mon divorce, mon je ne sais quoi. Et on commence aussi à s'identifier à ces expériences. On commence donc à être des personnes qui sommes finalement, qui sont, des personnes qui sont, c'est mieux, des collectionneurs d'expériences. C'est-à-dire qu'on accumule des expériences qui nous définissent. Et on accumule de l'avoir, on accumule également du faire. Enfin, tu vois que tout ça, c'est un petit peu lié. Et notre identité, eh bien, finit par se définir par la somme, la collection de tous ces faire, avoir, expériences qui nous définiraient. Et il n'y aurait pas de différence entre qui je suis là maintenant et bah, ce que j'ai vécu, fait ou eu, ou ce que je crois que j'ai. Et donc, quand on fait ça, eh ben, on est finalement quelque part en train de s'attacher à ses propres cicatrices et de se définir par ses cicatrices. Parce que j'ai vécu ça, alors le présent, l'avenir sera comme ça. Parce que j'ai eu ça, parce que je détiendrai telle ou telle chose, alors l'avenir devrait être comme ça. Et du coup, bah, quand tu ramènes ça dans ta vie de professionnelle, dans ta vie personnelle actuelle, tu finis par t'identifier à des images de toi, des expériences de toi, parce qu'au travers de l'expérience, tiens, j'ai dépassé tel problème, j'ai réussi à monter tel truc, eh bien, je m'identifie au challenge que j'ai vécu, et je m'identifie aussi comme étant le gars qui a traversé le challenge. Et du coup, ça crée comment dire ça, une identité, presque une armure dans laquelle je dois être en permanence, parce que là, on n'est plus au niveau de ce que je fais ou de ce que j'ai, mais littéralement de qui je suis. Et ça, c'est vrai dans le passé, mais c'est vrai dans l'avenir. Et un gars comme moi face à des problèmes, eh ben, il va résoudre tous les problèmes du monde. Un gars comme moi qui est sympa, il sera sympa avec les autres. Et du coup, je me retrouve enfermé eh bien, dans une collection d'expériences qui me définissent et qui, si elles définissent mon passé, définissent aussi mon avenir et ma latitude de choix. Eh bien, c'est exactement ça, finalement, le problème de toutes ces propriétés, c'est que je deviens stéréotypé et je deviens identifié à non pas qui je suis là maintenant et ce dont j'ai besoin et ce que peut-être la situation recommanderait, etc., mais à tout ce que j'ai été. Et le dernier cran là-dedans, c'est que on imagine bien qu'on est identifié à tous nos échecs ou nos cicatrices et qu'il faudrait s'en départir d'une certaine façon, en tout cas prendre de la distance, y voir le bon côté, etc. Enfin, tout ça, on connaît très bien. Mais il y a une autre dimension, je crois, c'est on est aussi identifié à nos victoires, à ce qui marche pour nous, à nos réussites. Et du coup, bah, on est coincé à répéter ces réussites-là parce que finalement, ça nous définit et au passage, ça apporte une certaine forme de succès. Ce qui fait que bah, la meilleure façon de réussir un truc, c'est sûrement de refaire quelque chose que j'ai fait 1000 fois avant. Donc la prochaine chose que je vais faire, eh bien, c'est à l'image de mes succès précédents, de mes victoires précédentes.
Donc si je veux sortir de ce truc-là, eh bien, comment je fais? Moi, je crois qu'il y a plusieurs approches qui sont possibles, évidemment, mais moi, une qui me parle particulièrement, c'est commencer à faire la différence entre l'acteur qui enchaîne les scènes et le réalisateur. Et de pouvoir se mettre sur les deux niveaux en même temps. C'est-à-dire que bah, quand je suis dedans, je joue à fond le rôle, etc. Et c'est difficile, etc. Ou c'est facile, c'est réjouissant, c'est énergisant, mais ce n'est pas moi, c'est une expérience que je suis en train de vivre. Je suis en train de faire l'expérience de vivre ça. Mais ce n'est pas que moi. Moi, c'est bah, au moins tout ce que je vais vivre dans ma vie, mais c'est peut-être plus large encore que tout ça. Donc, première chose, prendre les deux rôles, le réalisateur de sa vie, mais aussi l'acteur de sa vie. Et ce petit raccourci où il faut être tout le temps l'acteur de sa vie, je trouve que ça nous met la tête dans le bouillon. Quand ça va super bien, bah, génial, mais quand ça va pas bien, ah bah, on devrait souffrir, etc. Je pense que c'est aussi aidant d'avoir un petit pas de côté pour se dire, est-ce que, en tant que réalisateur, là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je suis en train de traverser? Est-ce que, du coup, ça vaut le coup de se battre dans ce moment-là? C'est pas parce que je me suis battu 100 fois avant que là, maintenant, je dois être en train de me battre. Et c'est pas parce que je me bats pas que je suis une guenille. Ou à l'inverse, c'est pas parce que je me bats que je suis un super-héros. Ça sert à quoi de se battre quand on est tout seul dans le désert? Bah, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être le moment d'économiser ses ressources pour pouvoir traverser le désert. Pour réaliser ce que je te disais avant, je pense que c'est hyper intéressant, c'est d'avoir un médium, t'appelles ça comme tu veux, en tout cas une couche intermédiaire qui permet de prendre de la distance vis-à-vis de ce que je suis en train de passer. Je peux le vivre pleinement et après j'ai un espace où je suis en train de revisionner le film. Donc tu peux écrire, tu peux en parler, tu peux avoir des lectures ou des choses comme ça qui me permettent de revisiter la scène pour regarder à un niveau un peu plus détaché et de se dire tiens, le gars qui regarde, c'est moi aussi. C'est la même chose quand tu fais de la méditation. Au bout d'un moment, on t'invite à te détacher de tes pensées. C'est pas nier qu'elles existent, mais c'est ne pas être absorbé par toute la pensée qui est la mienne. Parce que, en fait, je peux être le gars qui est sur la berge aussi et qui regarde ces pensées-là et qui se dit ah tiens, je suis en train de penser à ça. C'est bizarre, mais c'est aussi moi. Donc c'est pas que je pense donc je suis, c'est un petit peu plus que ça. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cet épisode. Ces notions de propriété, en fait, c'est bien plus vaste que ce qu'on croit et ça va de l'avoir au faire jusqu'à l'être en passant par les expériences. Et il me semble qu'un des enjeux, c'est comment en fait je regarde mon identité comme quelque chose qui évolue, qui n'est pas figé dans le passé parce que j'ai fait, j'ai eu ou j'ai vécu telle ou telle chose, j'ai réussi ou j'ai pas réussi telle ou telle chose, mais c'est plus vaste que ça. Et ça permet d'être adéquat face à chaque situation qui se présente. En tout cas, un tout petit peu plus adéquat. Et prendre conscience, bah tiens, à cet endroit-là, je m'y sens bien, je peux m'y mettre. Et puis, dans 2 ans, c'est peut-être plus le cas, je vais bouger, je vais ailleurs. Et ça marche aussi, quoi. La dernière question que je pourrais te poser, eh bien, c'est si on te retire tout ou une partie des choses, si demain tu dois lâcher ta boîte, si tu dois lâcher ton job, si tu dois lâcher ta maison ou je ne sais quoi, qu'est-ce que ça change en toi? Et je pense que ça révèle en tout cas pour moi une identification à ce sens de propriété et une assimilation entre ce que moi je peux être et ce que j'ai vécu. Et si tu commences à pouvoir répondre des éléments complémentaires, bah en fait ça change pas grand-chose parce que ça, eh bien, tu commences à avoir un bout de désidentification qui te permet en fait bah, de rebondir. Et le but, c'est pas de créer de la sécurité en créant de la permanence, c'est de trouver la capacité à rebondir face aux aléas qui sont inévitables. Et les aléas, bah, moins tu as d'attache, plus c'est facile. Voilà ce que je voulais te partager dans cet épisode. J'espère que ça fait du sens pour toi et que tu as kiffé. Et si c'est le cas, tu peux liker, tu peux mettre un commentaire, tu peux faire tourner. Ce sera super. Allez, à très vite. Ciao, ciao.